Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Petit message avant de faire cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux et bien je tenais tout simplement à vous remercier. Et donc après cette petite interlude de quelques secondes, on est parti pour le topo sur les vertiges. C'est un gros steak, c'est un gros morceau bien compliqué. Donc on va faire non pas une mais deux vidéos et aujourd'hui on va voir la physiopathologie des vertiges. C'est quelque chose qui est assez compliqué et il faut connaître les vertiges aux urgences. Il faut connaître les vertiges puisque ça peut être effectivement un recours, un motif très grave. Ça peut être le signe d'un AVC. C'est évidemment ce qu'on regrette, ce qu'on redoute. Et heureusement, fort heureusement, c'est souvent une cause qui n'est pas grave. Et c'est effectivement un motif qui est fréquent. Donc vous imaginez que parmi cette multitude de patients qui va se plaindre de vertiges, dans ce lot il y en aura beaucoup, et donc la majorité heureusement de vertiges bénins, mais parmi ceux-là il y aura des cas graves pour lesquels il ne faut pas manquer le diagnostic. C'est une pathologie, le vertige en tout cas, que je peux ressentir à travers les internes que je vois, les externes aussi, et même j'ai pu l'être, et peut-être que je le suis un peu toujours. Parfois, c'est une pathologie un peu mal comprise, ou en tout cas une physiopathologie qui est mal comprise. Globalement, on va voir les trois, le fonctionnement, les trois capteurs, les trois récepteurs, quelques examens, comment examiner un peu le patient vertigineux. Et rappelez-vous surtout, bien sûr, qu'on ne meurt pas d'un vertige périphérique ORL. Donc, on revient pour clôturer sur ce premier point, c'est-à-dire que le motif peut être grave. Alors, le vertige. Le vertige, c'est une illusion de mouvement, une impression de rotation. Et c'est important de s'arrêter sur ce point, sur cette définition, puisqu'en fait, les patients, parfois, abusent un peu dans la sémiologie et dans les mots qu'ils utilisent. Ils utilisent le mot vertige pour dire simplement, pour décrire une lipothymie, un flou visuel, ou alors ils ont mal à la tête, ils disent qu'ils ont un vertige, ils ont la tête lourde qui tourne. En fait, ça ne tourne pas à proprement parler pour le médecin, mais ça fait mal, effectivement. Les acouphènes, les paresthésies, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas des vertiges. Les vertiges, c'est clairement une illusion de mouvement, une impression de rotation. Certains s'attardent sur la sémiologie du est-ce que ça tourne, est-ce que c'est vous qui tournez, est-ce que c'est la pièce qui tourne, est-ce que c'est comme un bateau, est-ce que c'est... Bon, je pense sincèrement que l'on peut réfléchir de manière bien plus adaptée sans s'attarder sur ce genre de questions qui n'apportent pas une plus-value, ou en tout cas une valeur, un rapport de vraisemblance pour l'AVC intéressant. Donc c'est quelque chose que je ne demande pas aux patients, puisque je trouve que ça n'a pas d'intérêt dans ma réflexion et dans mon arbre décisionnel. Bref, les symptômes peuvent être soit spontanés ou déclenchés par quelque chose et ou majorés par quelque chose. Il y a des signes évidemment qui sont associés, nausées, vomissements, sueur, et tout ça, il va falloir le traiter, en tout cas de manière symptomatique, puisque si le patient vomit, il va pouvoir perdre des ions, et ça va pouvoir entraîner une hypokaliémie, comme vous savez sans doute. Et il faut aussi traiter l'hypokaliémie si le patient en présente une. Donc au final, le vertige, c'est une perturbation qui est fonctionnelle ou lésionnelle du système vestibulaire. Et on va voir ce que c'est le système vestibulaire. Alors, le système vestibulaire permet l'équilibre, qui est donc l'équilibre, la symbiose entre guillemets, de la conformité entre la situation désirée et la situation réelle. En tout cas, désirée, c'est celle que le cerveau perçoit et il espère que c'est bien celle qui est réellement. Et tout ça, ça dépend de trois capteurs et de trois récepteurs. Donc les trois capteurs, c'est donc le système vestibulaire, à proprement parler, qui est le système géocentrique, c'est-à-dire comment l'organisme se perçoit, trouve l'équilibre, ou en tout cas perçoit l'équilibre, c'est la manière dont il perçoit l'équilibre, c'est vraiment
pour ainsi dire, pour le comprendre tout simplement. C'est comme quand vous prenez la barre à niveau, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est votre barre à niveau. Est-ce que vous êtes droit ou pas? Après, il y a le système visuel. Bon, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Sachant que j'ai oublié effectivement de mettre cette petite image du système vestibulaire plus complet. Je ne m'attarde pas sur l'anatomie. Le système allocentrique ou visuel, je perçois que je suis dans une pièce qui, ma foi, a l'air de ne pas bouger et je perçois tout de même du mouvement, incohérence. Donc ça fait aussi partie des capteurs. Et le système proprioceptif ou égocentrique, c'est-à-dire que je perçois mes muscles, mes jambiers antérieurs, ma main ne perçoit pas de mouvement, je ne ressens pas de mouvement au niveau du sol, et pourtant mon cerveau m'envoie un message d'un autre capteur, je ne sais pas, par exemple visuel, que quelque chose bouge. C'est bizarre. Et donc l'incohérence provoque effectivement le déséquilibre donc, et ce qui entraîne le vertige. Les trois centres intégrateurs, ou les récepteurs, il y aura le cortex en soi, les noyaux vestibulaires et le cervelet vestibulaire. On va voir comment tous ces câbles et tous ces récepteurs et ces capteurs peuvent provoquer les trois signes que l'on va pouvoir mettre en évidence et que l'on va pouvoir essayer, tester chez le patient, à savoir le nystagmus, le vertige et l'ataxie. C'est vraiment ces trois symptômes-là qu'on va devoir mettre en relation dans tous ces câblages qui semblent compliqués. Alors effectivement, c'est un système qui est relativement complexe, mais on va essayer de le simplifier au maximum. Donc les trois symptômes s'intègrent dans un réseau, dans un câblage qu'il faut connaître. Et donc vous voyez sur l'image ici, il y a sur la gauche, on va prendre la petite flèche, le système vestibulaire dit périphérique, qui comprend donc un peu notre barre à niveau, voilà, avec les canaux semi-circulaires, et tout ça va envoyer une information via le nerf vestibulaire au niveau du tronc cérébral, au niveau des différents noyaux, qui sont connectés entre eux et reliés par diverses informations, entre autres avec le système qui est dit alors vestibulaire central, dans le sens où les nerfs vont associer l'information proprioceptive de la position du corps, et tout ça va permettre d'acheminer l'information donc de la position du corps, du système de notre barre à niveau, si vous voulez, donc le système vestibulaire périphérique, à l'information. Tout ça, ça va communiquer vers le cortex, et ça va permettre l'intégration des différentes informations. Mais ces différents capteurs sont aussi reliés entre eux par différentes voies, et on va voir comment et où est ce lieu. C'est le centre de l'équilibration, c'est les noyaux vestibulaires, qui communiquent entre eux par différentes voies pour permettre l'équilibre oculaire quand on bouge par exemple, et avoir cette intégration de notre position dans l'espace qui nous permet de faire différentes choses comme la marche et qui a été nécessaire pour le développement de l'humain. Petite précision par rapport à ces différentes voies, vous comprenez un petit peu cette complexité qui n'est pas telle qu'elle est au final, mais cette voie vestibulo-corticale va permettre, en remontant l'information de la position du corps dans l'espace vers le cortex, d'acheminer la position et la perception du mouvement. C'est comme ça que, en marchant, notre cerveau, le cortex, intègre il y a effectivement du mouvement. C'est par cette voie-là. Et le symptôme associé, ça va être le vertige, puisque c'est la sensation que décrit le cortex. La deuxième voie importante, c'est ce qu'on appelle la voie vestibulo-oculomotrice. Alors c'est un gros mot. Tout ça pour dire simplement qu'il y a une connexion entre les voies vestibulaires et le système oculomoteur. C'est très simple. On bouge la tête et les yeux suivent le mouvement inverse. Quand vous bougez la tête à droite, à gauche, c'est le système vestibulo-oculomoteur qui est en fonctionnement,
qui permet donc la stabilisation du regard. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Par exemple, quand on marche ou quand on court, si on bouge la tête, on perçoit un bruit, par exemple, et bien cela permet d'avoir, enfin en tout cas pour le bruit, c'est pas exactement la même chose, mais c'est parce que c'est relié par une autre voie justement. Mais tout ça, ce sont des systèmes ou des arcs réflexes qui nous permettent, en tout cas à l'humain, de bouger, de se mouvoir et permettent donc au final la stabilisation du regard. Et cette anomalie dans cette voie va induire un symptôme que l'on va rechercher qui est le nystagmus. La dernière, c'est la voie vestibulo-spinale. Donc c'est la proprioception, c'est-à-dire que je pose mon pied sur le sol, je ne perçois pas de changement au niveau des capteurs de mes muscles, il n'y a pas de mouvement a priori vers le sol, même quand je relève mon pied, je sais où est localisé mon pied, il se lève progressivement, puis après se dépose, en commençant par le talon, puis après par le reste de l'avant-pied, et ça permet donc la stabilisation posturale. Dès que l'on fait un mouvement de n'importe quelle partie du corps, eh bien ça remonte vers vers la voie spinale, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la voie vestibulo-spinale, et qui permet la marche, et il y a des symptômes associés en cas de perturbation de cette voie, c'est ce qu'on appelle l'ataxie vestibulaire. Alors ça paraît un petit peu complexe toutes ces voies, toutes ces connexions, mais en fait c'est simple. S'il y a une anomalie au niveau de toutes les informations remontées vers le cerveau, on perçoit un vertige. S'il y a une anomalie au niveau de la conduction vers les yeux, ça provoque un nystagmus. Et puis s'il y a une anomalie au niveau de la position, eh bien ça provoque une ataxie vestibulaire. Il y a une fonction qui est donc permise, c'est la perception de nos déplacements et donc notre orientation. Et je vous ai parlé de réflexe, d'arc réflexe, c'est deux systèmes effecteurs réflexes. Le système vestibulo-oculaire, donc qui permet la stabilisation du regard, je le précise à nouveau, et le réflexe vestibulo-spinal qui permet bien de s'orienter comme il faut. Si par exemple on est amené à trébucher, il va y avoir un réflexe à ce moment-là, puisqu'il y a une perturbation de la perception de notre corps dans l'espace et l'organisme peut agir ainsi. Alors l'équilibre effectivement est permis grâce à ce système un peu complexe qui présente des caractéristiques particulières. On en a vu certaines, il est donc multifactoriel. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Ça dépend de plusieurs capteurs et de plusieurs voies. Et c'est un système qui, vous l'aurez compris, est effectivement monté en parallèle. Et ce qui permet, c'est formidable, une préservation, une sauvegarde et une certaine compensation quand un des trois fait défaut, ce qui permet parfois une kinésithérapie, une rééducation vestibulaire pour les patients qui présentent une certaine atteinte. Et le système hiérarchisé, je vous l'ai mis pour les plus curieux, même si en urgence même ça ne va pas nous importer, va présenter un degré d'importance. Les mouvements lents dépendent d'abord de la vision, puis après du vestibule et enfin de la proprioception. La proprioception qui est toujours en dernier. Alors que pour les mouvements rapides, c'est d'abord le vestibule, puis après la vision, puisque le vestibule permet une estimation plus précise, alors que la vision pourra faire défaut par moment. Alors qu'est-ce que le syndrome vestibulaire? Parce qu'on a l'impression un peu de tourner en rond. Eh bien, c'est un syndrome qui présente trois signes, c'est-à-dire le nystagmus que nous avons vu. On va voir après ce qu'est le nystagmus, mais c'est pour bien que vous compreniez le fonctionnement et ce que l'on recherche en cas de vertige. Il y a le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle l'ataxie, et le troisième du syndrome vestibulaire, c'est le vertige. On ne parle pas de vertige qui englobe le nystagmus, c'est le syndrome vestibulaire qui englobe ces trois signes. Il y a différents degrés d'atteinte. Si par exemple c'est le vestibule, donc ce niveau, cette barre à niveau, comme quand vous faites des travaux par exemple, eh bien vous voyez que ça peut être différentes pathologies qui ne sont donc pas graves, je le répète et j'insiste, puisque ce qui est grave c'est effectivement, en tout cas sur le plan fonctionnel et vital, c'est majoritairement les étiologies centrales puisque c'est les AVC. Donc dans les atteintes du vestibule, entre autres, il y a le fameux VPPB, la maladie de Ménière. Dans l'atteinte nerveuse, donc le nerf cochléo-vestibulaire, les névrites, la fameuse, les chevanos-vestibulaires, etc. Ce qui nous concerne moins en urgence, puisque en général c'est quelque chose, en tout cas c'est un motif pour lequel les patients consultent,
qui survient brutalement. Ils ne vont pas venir, ou en tout cas c'est rare, quand le symptôme s'est étalé depuis des mois et des mois. Et donc le dernier degré, c'est l'atteinte centrale, le noyau, les voies vestibulaires, le cervelet, etc., qui représentent majoritairement les étiologies AIT, AVC, etc. Les migraines vestibulaires, je ne les mets pas nécessairement en premier, mais ça fait partie aussi de ces étiologies. Et le syndrome vestibulaire peut être uni ou bilatéral, puisque si ça touche le vestibule droit, il y a le vestibule gauche qui peut aussi être touché, même si c'est plus rare, heureusement. Alors l'examen oculomoteur, on en vient au bout de 15 minutes, vous allez me dire, à la partie peut-être la plus intéressante, c'est-à-dire le nystagmus. Alors c'est une partie de la sémiologie qui est extrêmement importante de connaître et de bien maîtriser, en tout cas pour certains termes. Le nystagmus, c'est quoi? C'est un mouvement oculaire, donc, qui est involontaire. Involontaire. Très important de préciser cela, qui est rythmé et conjugué des deux globes oculaires. Et c'est un signe qui est à rechercher selon la direction des mouvements. Il y a deux secousses. Il y a une première secousse qui est lente, qui va dans une certaine direction, et il y a le retour qui est rapide. Le retour rapide qui va dans l'autre sens, justement, et qui sert de référence. D'accord ? Le retour rapide, et c'est important, c'est vraiment ce mot rapide qui est très important, et qui va donner la direction du nystagmus. Quand on dit qu'il y a un nystagmus gauche, je ne sais pas, à gauche, ça veut dire que le retour s'effectue à gauche. Le mouvement rapide s'effectue à gauche du patient. D'accord ? Donc pour la sémiologie, il va falloir décrire les caractéristiques. Est-ce que le nystagmus est horizontal, c'est-à-dire qu'on teste le regard vers la gauche? Est-ce que le nystagmus, donc le mouvement de l'œil, qui est involontaire, va du côté gauche, par exemple, donc c'est la ligne horizontale par rapport au sol. Est-ce qu'il est rotatoire, donc l'œil fait un mouvement sur lui-même, un petit mouvement. Est-ce qu'il est vertical? Est-ce qu'il est multiple, multidirectionnel? Il va et à gauche quand on teste à gauche, et il va à droite quand on teste à droite, et il est vertical, donc là il est multidirectionnel. Est-ce qu'il est influencé par la fixation d'un objet? Est-ce que ça cède ou ça ne cède pas? Un peu plus difficile à distinguer. Et en fonction des différentes caractéristiques, on peut savoir, lors d'un nystagmus périphérique, quand l'origine du problème est périphérique, eh bien, en général, le nystagmus cède, il est dit épuisable, il augmente au regard extrême, et le nystagmus d'origine périphérique va du côté où ça va. Il va du côté sain. D'accord ? Ça, c'est important, c'est vraiment une information très importante à retenir. Et en cas de nystagmus d'origine centrale, le nystagmus est donc inépuisable. Il est multidirectionnel et il est vertical. Vraiment, le nystagmus vertical est systématiquement pathologique. On va voir une vidéo d'une patiente que j'ai vue aux urgences qui présentait effectivement quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi. Et pour plein d'examens sémiologiques, je vous conseille vivement d'aller voir la chaîne YouTube de Peter Jones. Vous pouvez aller voir, c'est en anglais, mais c'est extrêmement simple et c'est super bien expliqué, il y a plein de vidéos. Alors là, c'est une patiente que j'ai vue qui présentait un nystagmus et qui se plaignait de vertige et elle avait du mal à s'exprimer. Donc quand je lui demande d'ouvrir les yeux, pour ceux qui veulent passer plus lentement sur la vidéo, vous pouvez faire en x0,5, même si ce ne sera pas agréable pour la voix et pour les commentaires, mais on va voir ensemble, quand vous lui demandez de regarder sur son côté gauche, vous voyez qu'il y a un mouvement, le clac, 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 qui s'effectue, et c'est vraiment ce retour rapide qui sert de direction. Vous voyez vers le haut, clac, 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 là, hop, donc nystagmus vertical, là, vertical, et donc là, clairement, c'est pathologique. C'est vertical, il n'y a même pas de discussion. Il était aussi vers le côté gauche. Alors il y avait ce strabisme qui était connu déjà, mais c'était décrit. Hein. Alors des fois ça peut être surajouté, dans ce cas-là il y a une autre atteinte neurologique, mais là on voit clairement qu'il y a un nystagmus et vertical. Croyez-moi, quand je lui ai demandé de regarder vers la droite, il y avait aussi ce nystagmus qui battait à droite. Et on voyait là qui battait aussi à gauche. Donc la multidirectionnelle, drapeau rouge, IRM, et elle faisait un AVC du tronc. Mais il n'y avait pas que ça comme symptôme, bien entendu.
L'examen vestibulaire, eh bien, alors je l'ai départagé en syndrome vestibulaire bilatéral et unilatéral. Globalement, c'est rarement bilatéral. Donc, pour faire simple, retenez que le syndrome vestibulaire unilatéral, il y a des troubles posturaux qui sont latéralisés, puisqu'il n'y a qu'un seul côté qui ne fonctionne pas. Et donc à ce moment-là, il y aura une instabilité qui sera plutôt présente tout le temps, qui sera aggravée en l'absence de la vision, donc les yeux fermés, ce sera aggravé, puisqu'il n'y aura plus la vision pour permettre une certaine compensation. Les symptômes vont être aggravés, les yeux fermés. On peut remarquer auprès du patient, quand on lui demande de marcher, de faire un demi-tour, qu'il dévie, qu'il effectue effectivement cette embardée. Et donc, le demi-tour est très important à analyser chez ces patients. Il y a une déviation latérale au test des 3 pas. Donc, on demande de faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Le test de Fukuda, je vous laisserai regarder. Pour l'instant, je ne développe pas, parce que sinon, ça durerait je ne sais combien d'heures. On demande simplement à marcher sur place en faisant de grands mouvements en levant bien les genoux, et c'est latéralisé, toujours du même côté. En fait, c'est comme si l'information qui remontait au cerveau, c'était va tout le temps à droite, va tout le temps à droite, ou alors de l'autre côté. Et vous comprenez bien que ça engendre des symptômes, en tout cas des signes qui vont être latéralisés systématiquement du même côté. Le Romberg, donc avec les yeux ouverts puis fermés, c'est important de le faire les yeux ouverts puis fermés. Et on constatera que c'est effectivement aggravé les yeux fermés, mais aussi latéralisé. Et la manœuvre des index, on peut remarquer qu'il y a une déviation des index, comme si le patient tanguait naturellement sur son côté droit. Et c'est vraiment cette notion de tangage, c'est-à-dire qu'il y a l'information qui remonte vers le cerveau, comme s'il y a quelque chose qui lui disait tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite, par exemple, pour le côté droit. Donc là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo, mais j'espère que l'information est tout de même claire. L'examen cérébelleux, alors il faut comprendre le fonctionnement du cervelet, un peu comme ce qui va faire la précision du mouvement, même s'il y a aussi la position, le tonus de base, il y a aussi les mouvements. Et ce serait un peu comme ce cocher, vous voyez, qui arrive à dresser et à dompter le cheval, qui pourrait être, sur la métaphore, le mouvement. Et donc vous comprenez ainsi pourquoi on appelle l'ataxie cérébelleuse et comment ça fonctionne. Debout, en fait, le patient va présenter un élargissement en fait de ses jambes pour pouvoir intégrer plus d'informations proprioceptives et permettre aussi d'avoir son centre de gravité un peu plus bas et de compenser un petit peu de cette manière-là le défaut de l'intégration au niveau cérébelleux. Et donc c'est pas aggravé par l'occlusion oculaire, et le patient présente un peu une démarche vraiment ébrieuse, c'est-à-dire que c'est simple, l'ataxie cérébelleuse, si vous prenez quelqu'un qui est bourré, qui est alcoolisé, eh bien, vous obtenez la démarche ébrieuse, la démarche de l'ataxie cérébelleuse, qu'il ne faut pas confondre avec l'ataxie proprioceptive, puisque là, c'est le ressenti au niveau des nerfs. J'essaie d'utiliser d'autres termes pour que vous compreniez. Et donc le patient va utiliser le talon pour saisir le maximum d'informations et présente donc cette démarche qui est dite talonnante si jamais il y a une ataxie proprioceptive. Voilà pour l'ataxie dite cérébelleuse. Donc là, il faut tester le patient debout. Malheureusement, parfois, c'est pas possible. S'y associe, je ne l'ai pas dit, une danse des tendons. Donc c'est vraiment la contraction musculaire incessante des tendons des jambiers antérieurs. Les troubles exécutifs du mouvement rapide, ça c'est vraiment le signe aussi que tout le monde recherche. C'est cette hypermétrie, et c'est important d'avoir le bon terme, c'est l'hypermétrie à la manœuvre doigtnée. Donc vous demandez au patient de venir toucher le bout de son nez avec son index, ça paraît tout bête, mais c'est extrêmement important puisque ce cocher, cet maître d'orchestre, ce chef d'orchestre qu'est le cervelet, va permettre la précision du mouvement. Or, s'il dysfonctionne, eh bien, il va y avoir une anomalie au niveau de l'examen de l'épreuve douanée, de la manœuvre douanée. Il peut y avoir une hypermétrie. Donc, il va venir toucher
juste à côté son nez, alors que je ne sais pas s'il y a un problème à gauche, par exemple, le doigt gauche au niveau du nez, schlac, il va venir toucher le bout de l'œil, par exemple, alors que le doigt de la main droite vient toucher, comme il faut, avec précision, le bout du nez. Donc là, effectivement, c'est la manœuvre qui est positive. Il y a une asynergie par ailleurs. Bon, des petits détails, mais vous comprendrez au fur et à mesure des patients que vous verrez pour ce syndrome cérébelleux et vous comprendrez l'atteinte générale. L'hypotonie, c'est l'amplitude des mouvements qui est globalement augmentée et les réflexes pendulaires. Donc il faut mettre le patient assis au bord du lit, on peut taper le rotulien et on se rend compte qu'effectivement il y a un réflexe qui, en tout cas une réponse réponse réflexe, qui vient donner cet aspect un peu de pendule à la jambe. L'autre chose importante à rechercher, en tout cas, c'est les troubles de la parole, cette dysarthrie qui est dite cérébelleuse, c'est-à-dire qu'il va cracher des mots comme ça, et en fait, il n'a pas de... Je ne sais pas si vous comprenez, mais ils n'ont pas il n'y a pas ce contrôle, cette maîtrise dans la parole et aussi dans les gestes. Et donc c'est comme ça que vous pouvez comprendre la sémiologie cérébelleuse. Et donc au final, l'atteinte oculaire peut aussi être d'origine cérébelleuse. Il y a une décomposition de la poursuite oculomotrice. Et donc tout ça, ça va s'intégrer dans la sémiologie cérébelleuse qui est très importante à rechercher lors d'un vertige, puisque nous parlions initialement d'un vertige et puis nous nous retrouvons à regarder le cervelet, mais vous savez maintenant pourquoi c'est important de tester ces choses-là lors d'un vertige. Les points clés, puisque nous arrivons bientôt à 30 minutes, la première question à vous poser face à un vertige, c'est est-ce vraiment un vertige? N'est-ce pas une paresthésie ou une sensation de lipothymie ou de céphalie? C'est la première question à vous poser. Les deux choses à retenir pour le nystagmus, c'est les deux côtés du nystagmus et surtout le retour rapide qui sert de référence. Pour le point numéro 3, je retiens 3 capteurs. Les oreilles à tester et à regarder par ailleurs, avec effectivement ces canaux semi-circulaires qui servent de barre à niveau, les yeux, où vous regarderez le nystagmus, et j'ai mis les pieds, mais c'est bien sûr pour l'atteinte proprioceptive. Les 4 plaintes, ça va être le vertige, c'est le motif initial d'ailleurs de votre patient et donc la raison de ce topo. Le nystagmus que vous rechercherez bien évidemment, l'ataxie, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est plutôt cérébelleuse? Est-ce qu'elle est plutôt proprioceptive par exemple, ou d'autres, bref. Et j'ai mis neur autre, ce jeu de mots pour vous dire que s'il y a n'importe quel déficit neurologique autre que la sensation vertigineuse décrite par le patient, eh bien c'est une origine centrale, jusqu'à preuve du contraire. Et les 5 signes cérébelleux à garder en tête, eh bien c'est effectivement cette ataxie cérébelleuse, cet élargissement du polygone de sustentation pour essayer d'avoir plus d'informations proprioceptives. Ces mouvements qui ne sont pas précis, qui sont saccadés et qui vont donner cette hypermétrie, les troubles du tonus, l'expression dans le sens expression verbale, qui n'est pas retenue, qui n'est pas maîtrisée, et ces saccades oculaires. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce n'était pas trop long, que ça vous a permis de bien comprendre le fonctionnement de la physiopathologie du vertige. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et si vous voulez faire un tour sur les différents livres disponibles, il y a surtout Réussir ses études, apprenez sans limite, le livre que j'ai écrit, disponible sur Amazon, et aussi les carnets de notes qui viennent de paraître. Si vous voulez prendre des notes de manière efficace, ça vous permet d'avoir une certaine base, puis par la suite, d'œuvrer avec vos prises de notes personnalisées. Merci à vous.